notre invité Olivier Besancenot. Quelques images, regardez, du dernier meeting de rassemblement contre le traité européen. Vous savez qu'il devrait être adopté normalement demain au Parlement. Il instaurera notamment la nouvelle règle d'or budgétaire. Seule tête d'affiche française, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Vous êtes l'un des opposants à ce nouveau traité. Il n'y avait pas beaucoup de monde visiblement ce soir. En tout cas, notre reporter qui est rentré nous a dit qu'il n'y avait pas grand monde. Ça s'essouffle, la mobilisation en fin de campagne ? Non. D'abord, il y avait beaucoup de monde dans les rues de Paris il y a quelques jours seulement. 30, ouais. Et puis nous, on a décidé de faire une campagne sur le long terme. Ce soir, on voulait mettre à l'honneur d'abord les invités européens pour dire que notre nom à nous est un nom de gauche, comme en 2005 au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. Mais c'est pas trop tard, Olivier Besancenot. Demain, on vote et a priori, ça risque d'être adopté. Oui, mais d'abord, vous savez qu'il y aura plusieurs étapes. Il y aura le vote de la ratification en tant que telle. Il y aura ensuite le vote de la loi organique. Il y aura à chaque fois une étape supplémentaire. Mais c'est où pas il y aura plié. son lot de... Ça semble pas C'est plié. jamais plié. Et puis de toute façon, il y a une bataille sur la légitimité de ce traité. En 2005, on voulait déjà pas de l'Europe des banquiers, l'Europe libérale, on n'en veut pas plus aujourd'hui. Or, ce traité, il dit quoi? Il y a deux articles notamment, l'article 3 et l'article 5. L'article 3, c'est celui dont vous parlez, c'est cette fameuse règle d'or, les 0,5% de déficit structurel. Vous vous rappelez que les critères de Maastricht, c'était 3%. Et 3%, il y a combien de pays qui y sont arrivés en réalité? Déjà peu. 0,5, qui va y arriver? Pas grand monde. Et c'est là qu'intervient l'article 5. Si vous n'arrivez pas à faire ces 0,5%, vous devrez faire quoi? En partenariat avec la Commission de Bruxelles, les fameuses réformes structurelles que le peuple grec connaît bien actuellement. C'est des services publics en moins, c'est des privatisations. Pas que, il peut y avoir concertation, il peut y avoir des mesures adoptées pour éviter d'aller jusqu'à ce terme. Écoutez, le peuple grec, pour l'instant, ce qu'il voit, c'est plan d'austérité sur plan d'austérité. Ils sont dans une situation beaucoup plus grave que nous, les Grecs. Oui, mais d'accord, n'empêche qu'on est concerné par la même crise économique. Aujourd'hui, cette crise, elle contamine tout le monde. C'est pour ça que nous, on le voit par le biais de l'internationalisme. Au-delà du peuple grec, il y a le peuple espagnol, il y a le peuple portugais. Je le dis pour une seule chose, c'est passé presque inaperçu. Pour la première fois depuis la grande crise financière de 2008, la rue, en l'occurrence au Portugal, a gagné contre un plan d'austérité. C'est arrivé il y a quelques jours, comme quoi la lutte pour payer. En même temps, ça c'est des arguments qu'on entend, et vous avez raison, la rue portugaise, espagnole et grecque est dans la rue. En même temps, il y a un sondage qui a été demandé par l'UMA et un sondage qui a été demandé par le Parisien, où les Français, en grande majorité, disent que s'ils avaient été consultés, ils l'auraient adopté par référendum, ce texte. Comment vous expliquez cette dichotomie? Est-ce que vous avez été mauvais? Est-ce que les nonistes n'ont pas réussi à convaincre? En général, c'est facile de dresser contre l'Europe. Là, on dirait que ça n'a pas marché cette fois-ci. Écoutez, d'abord, il y a eu le temps du débat. Moi, je me souviens de tous ces sondages en 2005 qu'on nous sortait où il y avait une majorité qui était pour le oui. Et quand il y a eu le référendum, le vrai référendum, il y a une majorité pour le non. Et la classe politique, sur les bancs de l'Assemblée, à 80%, elle était pour le oui. Et elle a passé en force. Aujourd'hui, il y a un déni de démocratie, y compris dans ce traité, je le dis et je le redis, les articles sont là limpides. On dit que par exemple dans les sommets européens, le président de la Banque Centrale Européenne, qui est nommé et qui est élu par strictement personne en Europe, lui sera invité de droit à participer aux discussions. Le président du Parlement européen, seule institution élue au suffrage universel, lui pourra être entendu uniquement, pas à participer aux discussions en tant que telles. Donc on a une Europe qui est antidémocratique, qui est faite par et pour les banquiers. Ouais. Et moi je crois à une autre Europe où on prendrait le meilleur des législations sociales ou démocratiques de chaque pays pour se les partager entre tous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se partage que la misère. Vous avez entendu Pierre Moscovici tout à l'heure. C'est une bonne chose. Ça a été beaucoup demandé de séparer. S'il y avait une vraie séparation, ce serait une bonne chose. Mais j'ai cru comprendre qu'il buguait un peu, même par rapport aux questions du journaliste sur cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, ce serait qu'une partie de chemin. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si on laisse l'activité bancaire aux mains des banquiers et des actionnaires. Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire en sorte qu'on réquisitionne l'ensemble des opérateurs privés dans un seul et même service public bancaire qui est le monopole de l'activité sur ce terrain-là, parce que sinon, on va dire qu'on va combattre la finance, mais on va surtout raconter des grandes histoires aux enfants. Un révolutionnaire élu pour la 4e fois au Venezuela, ça vous inspire ou pas, Olivier Besancenot? Ouais, ça m'inspire, ça me motive et je suis bien content pour le peuple vénézuélien et puis plus généralement pour ce qui peut se passer en Amérique latine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.